Bonjour à tous, donc je reprends ma série de vidéos concernant le suivi de portefeuille. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le temps de faire de vidéos, je m'en excuse, par manque de temps personnel à côté de ça. Donc un petit rappel sur mon profil. Donc moi je suis un investisseur long terme puisque j'ai moins de 35 ans et que j'investis dans plusieurs décennies, éventuellement pour la retraite. L'idée ici c'est de me constituer un patrimoine en investissant de manière régulière, en sachant que mes revenus me permettent d'épargner au moins 1000 euros par mois actuellement, que je répartis en fonction du cash disponible sur mon PEA et sur mon compte titre. J'ai un premier objectif qui est de la gestion d'un portefeuille de 100 000 euros à moyen terme. Donc moi je suis un amateur, c'est pas ma profession initiale, et donc j'ai des compétences limité, et j'ai aussi un temps limité à consacrer à cela. Comme je fais du stock picking, il y a bien évidemment un objectif sous-jacent idéal qui est de performer le marché, même si cela est extrêmement difficile. Donc ça explique aussi le but de cette chaîne. Donc ici, c'est pas de faire un portefeuille à répliquer, puisque j'en ai clairement pas les compétences, mais c'est de vous partager mon journal de bord d'un investisseur particulier qui s'intéresse et qui cherche à progresser sur ses investissements. Alors, je vais passer rapidement sur les mouvements que j'ai fait au dernier trimestre de l'année 2022. Donc, je suis en phase d'accumulation, donc je me suis renforcé sur les lignes qui m'intéressaient et que je trouvais intéressantes à ce moment-là. Donc, sur Meta, Alphabet, un peu d'Euronext, un peu de Total et de l'Edenred Red. J'ai ouvert deux lignes qui est pour l'instant toute petite sur Airbnb et Zoetis sur le marché américain, et je suis sorti de toute petite position que j'avais qui était spéculative, qui était une option sur Orpea et une sorte de trading sur ESSO. J'ai perçu 162 euros sur ce trimestre-là, trimestre élargi. Et surtout, j'ai ouvert un PER, donc un plan d'épargne retraite. C'est un outil sur lequel je m'étais penché il y a quelques années de manière un petit peu rapide, et pour lequel je n'avais pas souscrit initialement pour des raisons notamment d'effets négatifs. Pour moi, qui était important, de l'effet tunnel d'investissement. Bon, je ne développe pas, c'est pas le thème de cette vidéo, mais éventuellement je pourrais en parler dans une autre. En tout cas, voilà, j'ai souhaité ouvrir un PER dont je gérerai les lignes, qui sera pas dont je gérerai directement, et dont le but ça sera essentiellement de faire du DCA sur le S&P 500, et ça me permettra de jouer sur le levier fiscal. Alors l'intérêt fiscal, il est à mon avis assez modéré sur les PER, mais ça permet d'augmenter le capital investi, et jouer sur ce levier fiscal qui me permet d'augmenter ce capital investi. Donc ça sera des sommes modestes, mais ça, sur du long terme, ça m'intéresse, et donc j'ai opté pour une stratégie simple de DCA, essentiellement sur S&P 500. Voilà, ce qui me permettra d'augmenter mon exposition aux ETF. Alors, récapitulatif de l'année 2022, on rentre dans le cœur du sujet. Donc ma valeur portefeuille, elle est à quelques centaines d'euros près, je vous arrondis, elle est de 45 000 euros à la fin de cette année. J'ai des moins-values latentes sur mes différents portefeuilles, y compris avec le passif de mes précédentes positions actées, qui est négatif d'environ 2900 euros, donc un peu moins de 7% de moins-value négative. Alors, effectivement, sur le PEA, je suis plutôt positif, puisque c'est une ligne que j'ai ouverte un peu plus anciennement, on va dire à milieu de l'année, même quasiment fin de l'année 2019, et donc avec des lignes qui sont plus à maturité, même si initialement, clairement, j'ai fait comme beaucoup, et je fais encore des erreurs de débutants ultra classiques, avec des investissements sur les dividendes ou sur des entreprises à PER faible, etc., sans analyse poussée. Et donc j'ai fait des erreurs. Malgré cela, j'ai une plus-value certes modeste, mais une plus-value
global. Sur mon compte titre, avec des lignes beaucoup plus spéculatives et beaucoup plus récentes, je suis en moins-value latente plus importante, mais c'est sur des lignes sur lesquelles j'ai plus de conviction. Donc cela ne m'inquiète pas forcément, puisque c'est comme je vous dis, des lignes qui ont une maturité au maximum de 18 mois. Donc finalement, il n'y a pas forcément d'erreur fondamentale là-dessus pour l'instant. Donc j'en tiendrai moins rigueur là-dessus. Bon, globalement sur mes arbitrages de l'année 2022, ils sont relativement faibles. La plupart sont des ventes de petites lignes, alors quelques petites lignes comme Valneva que j'ai vendu avec une plus-value de 60%, enfin c'était une fin de ligne que j'ai vendue avec une plus-value de 60%. J'avais joué aussi la cyclique BNP, j'avais allégé avant la rebaisse avec une plus-value de 60%. Et puis après, je me suis débarrassé d'un certain nombre de lignes sur lesquelles j'avais pas de conviction, sans plus-value mais sans moins-value, donc comme NJ, NeoN, un ETF sur les fournisseurs de matières premières. Le TC Gold aussi, où j'avais pas vraiment de ces petites lignes qui servaient pas à grand chose, donc je les ai soldées sans que c'est d'impact majeur. Voilà, mon véritable arbitrage de l'année, ça a été ma vente de la ligne GTT, sur lequel j'ai une performance de 55%. Je suis sorti autour des 120 € de mémoire. Puisque je trouvais que le scénario, cette ligne avait pas mal bénéficié de l'actualité guerre en Ukraine, et je pensais qu'il y avait un downside possible plus important, et donc sur un dossier que je trouvais très technique, j'ai préféré prendre mes bénéfices et en rester là, même si j'exclus pas, puisque ça reste une entreprise qui est pour moi fondamentalement très intéressante, y re-rentrer à des prix plus bas. D'ailleurs, depuis, elle a perdu 20%. Donc, je m'y intéresse, pourquoi pas. Voilà. Après, sur des petites lignes, j'avais fait 2 lignes de trading, on va dire, en short pour me couvrir, qui n'ont pas été positifs. Bon, voilà. Et surtout, alors, voilà, j'avais créé une petite ligne sur Orpea qui était extrêmement spéculative, où je me suis trompé sur l'évaluation ou sur ma thèse initiale, et donc j'ai coupé. Alors ça représente une performance qui est très mauvaise, de moins 60%. J'étais rentré autour des 24 € de mémoire, quelque chose comme ça. Depuis, ça a encore plus baissé. Bon, bref. Et bon, bref, je l'avais pris comme une option. Une fois que mon scénario a été invalidé, j'ai coupé. Et puis voilà. Bon, je prends pas trop normalement de lignes techniques. Je m'y essayais sur la couverture. Bon, voilà, c'est pas très, très pertinent, mais c'est des toutes petites sommes, donc ça, c'est plus de la phase de test. Voilà, bon, néanmoins, j'en tiens pas. Enfin, voilà, c'est des petites lignes, c'est pas très grave, disons que ça n'écrase pas ma performance de cette année. En dividende perçu, je suis autour de 570 €, donc ça me fait sur l'année, entre les arbitrages et mes dividendes, un flux de trésorerie, on va parler de positif de 1200 €. Donc c'est à peu près 3% un peu plus de 3% du capital global. Alors c'est totalement biaisé comme données, puisque ça ne tient pas compte des moins-values latentes que j'ai pas encaissées, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça reste une donnée que je trouve intéressante à garder, cette espèce de, on va dire, cash flow positif ou négatif sur l'année. Alors bien évidemment, je ne souscris pas du tout à la théorie du pas vendu, pas perdu, hein, donc c'est pour ça que c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes, bien évidemment, puisque les moins values latentes sont quand même plus importantes actuellement. Bon, sur mes positions d'action, voilà, je ne rentre pas dans le détail. J'ai juste rajouté une colonne sur ma thèse d'investissement. Je pense que c'est très important d'avoir une thèse principale sur chacune des lignes quand j'en ai. Alors quand j'ai mis des points d'interrogation, c'est que finalement j'ai des convictions très modestes sur ces lignes-là, et que je suis en train d'essayer on va dire, de m'en débarrasser. Je pense que c'est important, voilà, d'avoir une thèse très simple, en quelques mots, qui permet, si cette thèse est invalidée, de couper la position, qu'elle soit en plus ou en moins-value par ailleurs.
C'est ma thèse d'investissement, alors soit initiale, soit que j'ai réévalué dans le temps. Voilà, je pense que c'est important de le marquer, de le garder en mémoire. Je passe. Donc sur la répartition de mon portefeuille aujourd'hui, bon, sur un total 45 000 euros, j'ai un peu plus de 50% en actions, j'ai un peu moins de 10% de liquidité, ce qui commence à faire beaucoup je trouve, et que je souhaiterais allouer, en sachant que j'ai beaucoup d'ordres actuellement dans mon carnet qui n'ont pas encore été exécutés. Alors je ne l'ai pas dit, mais j'enregistre la vidéo à la deuxième quinzaine de janvier. Dans les données que je vous donne, j'ai acté les résultats en fin décembre 2022, et donc j'ai pas pris compte du rebond assez, voire très important qu'il y a eu en début d'année. Voilà, bon, c'était une petite précision. J'ai une exposition aux ETF de 20%. Donc sur le bilan de 2022, mon portefeuille il a cru de manière globale correcte vis-à-vis des apports que j'ai faits. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais grosso modo je suis flat en fait sur l'année. Donc voilà, je commence à avoir un portefeuille qui est un peu plus mature. Maintenant, je reviendrai un peu là-dessus un peu plus tard, et qui commence à représenter une somme que je trouve significative de mon côté. Donc mes objectifs pour 2023, c'est poursuivre la croissance de ce portefeuille, donc avec un poursuivant un investissement de 1000 euros par mois, plus une réallocation d'actifs d'environ 15 000 euros, j'en reparle bientôt. L'idée, ça serait d'être autour de 75 000 euros d'ici la fin de 2023. Je souhaite déployer mes liquidités en gardant une poche de cash d'environ 3 000 euros toujours disponible. Moi, j'ai l'habitude de faire des lignes d'à peu près 500 euros, on va dire, donc en tout cas des ordres autour de 500 euros. Je trouve que c'est une bonne fenêtre de tir, donc même sur une grosse opportunité, je ne rentrerai pas forcément, on va dire deux fois, donc 1000 euros, mais je ne rentrerai pas forcément 3000 euros d'un coup, donc je pense que ça me permet de faire entre guillemets 6 coups en cas de disponibilité. Je pense que c'est pas mal. Au-delà, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Alors en relatif, ça reste que du 10%, mais je pense que là, on peut réfléchir aussi en termes de liquidité, en termes d'absolu. Alors moi, je souscris à la thèse de ne pas timer le marché, donc effectivement, il faut que je reste investi tout le temps. Et donc, j'essaye de ne pas garder plus de liquidité quand je pense que le marché va baisser, etc. J'essaie de ne pas rentrer dans ce biais-là. Donc de mon côté, voilà, une poche de entre 3 et 4 000 euros de disponible me semble largement suffisant, pas au-delà, donc il faut que je fasse attention à ce que ça grossisse pas cette poche de liquidité. En sachant qu'il y a des lignes que je veux solder, et donc je vais vite me retrouver avec beaucoup de liquidité si c'était le cas. Donc je souhaite augmenter ma part de rates, j'en parle depuis un moment, progressivement en termes de pourcentage, et une allocation minimum de portefeuille de 30%, probablement dès cette année à minima. Et je me pose de plus en plus la question, maintenant que le Bitcoin a beaucoup baissé, en tout cas pas mal baissé, et que la bulle commence à se dégonfler, éventuellement de prendre une option de ce côté-là, pas sur les autres. J'ai pas d'intérêt sur les autres cryptos. C'est un sujet qui m'intéresse par ailleurs, que je regarde depuis un petit moment. J'ai pas passé le cap encore actuellement, mais j'y pense éventuellement une petite ligne spéculative Bitcoin. Je verrai si je l'ouvre au courant de l'année. Alors, je voulais dire un mot sur un coup d'opportunité, puisque ce bilan m'a permis aussi de regarder ça et de voir ce que je pouvais améliorer, puisque c'est le but. Je vous partage mes réflexions, et donc je partage surtout mes erreurs. Et donc voilà une des erreurs, à mon avis, importantes que je vais corriger en ce début d'année. J'ai actuellement, pour faire simple, 2 assurances vie qui sont en gestion déléguée, avec plutôt un profil actif, avec normalement une exposition importante en actions. Et quand je fais le bilan maintenant, notamment de mon assurance vie, on va dire principale, que j'ai ouvert fin 2014, j'ai repris rapidement les chiffres que j'avais. J'avais investi initialement à peu près 5 000 euros, j'ai refait un apport en 2010 de 3 000 euros, et puis ensuite j'ai versé 1 000 euros par an à peu près. Je suis quasiment flat sur le total, j'ai une performance positive de 1,5%, donc c'est ridicule sur ce temps-là. Si je le compare à un ETF
ou Horde. Alors c'est du non, c'est brut ce que je vous dis, donc c'est pas à prendre en chiffre absolu, mais puisqu'il faut le pondérer en fonction du moment d'investissement, mais globalement, vous voyez que la performance de l'indice sur cette période-là, elle a été de plus de 40% en partant de 2019, donc en étant conservateur, sachant que si on partait de 2014, la performance était bien supérieure. Donc on pourrait s'attendre sur un actif comme ça à avoir une performance, enfin ça aurait dû me délivrer, même en étant conservateur, avec en étant plus défensif, etc., une performance à mon avis de au moins 3000 euros. Et donc pour moi, le coût d'opportunité de cette assurance vie qui m'a rien rapporté en gros, depuis que j'ai cet argent investi, je l'estime entre 3 et 4 000 euros. Donc j'ai un rendement négatif net actuellement vis-à-vis de l'inflation sur cet investissement. Donc clairement, je ne suis pas satisfait sur cette gestion déléguée, puisque finalement, quand ça baisse malgré tout. Alors peut-être ça baisse un peu moins, c'est vrai, mais quand le marché explose, je trouve que la performance est très très médiocre. La volatilité pour moi n'est pas un problème au vu de mon âge, au vu de mon durée d'investissement. Donc, et puis je trouve le coût de coût d'opportunité que je trouve très élevé a posteriori. Donc l'idée c'est de récupérer la somme totale de ces deux assurances vie. J'en ai détaillé une, bon la deuxième elle est plus récente, etc. Bon, peu importe, je rentre pas dans les détails, mais globalement c'est kiff kiff en gros. Donc c'est de réallouer ces 17 000 euros environ sur différents supports, donc notamment sur mon PER en ETF, probablement sur mon ETF direct, sur des ETF directement PEA et CTO, et puis aussi d'allouer ma poche de stock picking, et éventuellement sur d'autres supports. Donc j'ai parlé du Bitcoin ou éventuellement garder une part d'assurance vie, mais que je gérerai aussi directement, probablement là aussi via des ETF. Là j'ai pas encore creusé outre mesure le sujet, mais clairement j'ai pris la décision de réallouer ces liquidités. Enfin c'est pas des liquidités, mais en tout cas de réallouer ces actifs sur quelque chose de plus performant, et donc de l'allouer à mon portefeuille actif. Donc sur mon exposition actuellement en termes géographiques, donc j'ai pas mal fait grossir au niveau de l'année 2022, c'était mon objectif, mon exposition au marché US. J'avais une exposition qui était complètement délirante, mais assumée, puisque je jouais un côté... j'avais profité, on va dire, du bear market chinois pour essayer de faire un petit peu le plein, et comme mon portefeuille n'était pas mature, il en était par définition déséquilibré, mais ça j'en avais conscience. Donc aujourd'hui il est un peu plus équilibré, avec une part de la Chine qui est encore trop important à mon sens pour une allocation équilibrée définitive d'un portefeuille mature, mais qui s'est bien réduit sur cette année, avec une exposition qui a essentiellement grossi sur le marché US. Et que du coup, comme vous le voyez sur mes objectifs, je souhaite que cette exposition elle soit au moins supérieure à 50%. En termes de devises, bon, ça se recoupe un petit peu. Aujourd'hui, je suis exposé à 40% de mon portefeuille sur de l'euro. Alors, je tiens compte pas de la, enfin, je tiens compte de l'exposition du sous-jacent. Globalement, je suis payé, et mes actifs immobiliers sont cotés en euros, et donc ma partie portefeuille bourse et autres, pour moi, me semble important d'être essentiellement exposé au dollar. Les effets de change sont très... Enfin, c'est pas qu'ils sont pas importants, ils sont importants, mais... disons que tous mes actifs, par définition, comme je vis en zone euro, et comme la plupart des gens, sont en euros. Or, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir une exposition à d'autres devises, notamment dans une philosophie un petit peu défensive, on va dire. Donc, il serait donc normal que mon portefeuille compense mon exposition naturelle par ailleurs à l'euro, et donc sera très exposé notamment au dollar. Depuis un moment j'en parle un petit peu, mais je souhaiterais aussi m'exposer notamment au franc suisse,
notamment. C'est pas la seule, mais c'est voilà, une monnaie donc je pense de plus en plus. Je cherche essentiellement le support pour m'exposer à ça sur du long terme, soit via action, soit ETF, mais action essentiellement. Donc ça, c'est une poche que je voudrais démarrer courant 2023. Pour le franc suisse, j'ai pas de pourcentage souhaité, mais je voudrais que ça soit quand même significatif. Pour le dollar, pareil, je pense qu'il faut que ça soit une grosse majorité de mon portefeuille, sans aucun doute. Alors, sur le type d'entreprise, c'est du descriptif. Je souhaitais en 2022, du fait des gonflements des valorisations des entreprises tech américaines, j'en ai profité pour m'exposer essentiellement sur ce secteur. Et donc, on voit que maintenant, c'est ma première exposition sectorielle. Ma deuxième étant ma position sur l'énergie, sur laquelle j'ai une conviction assez importante. En termes d'entreprise, je suis tombé dans le biais de pas mal investir, notamment sur les GAFAM, et donc, entre autres. Et donc, j'ai dans mon portefeuille beaucoup de méga cap, donc plus de 100 milliards de capitalisation. Bon, j'en tire pas de conclusion spécifique, mais globalement, je m'intéresse aux gros dossiers. Personnellement, je pense que ma part de small cap doit rester très très minime, mais dans une philosophie de chercher des multibaggers potentiels, probablement que ces multibaggers se trouvent plutôt dans des petites capitalisations ou des capitalisations modestes. Alors le problème des small caps, c'est l'analyse de ces entreprises qui est très compliquée pour un amateur et très chronophage. Donc je souhaite globalement me renforcer sur ces valorisations de mid-cap avec des entreprises dans leur cycle de vie qui seraient plutôt en début de profitabilité. Or, aujourd'hui, vous voyez, j'ai un gros corps d'exposition à ce qu'on va dire en croissance rentable et beaucoup en des entreprises qui gardent de la croissance mais dont la phase est en ralentissement, et encore peut-être beaucoup trop d'entreprises matures, même si ça s'explique du fait de mon souhait d'être exposé notamment aux pétrolières. Voilà. Donc là, c'est du descriptif. Globalement, ce que je souhaite grossir, c'est mon exposition au début de profitabilité qui est aujourd'hui trop restreint et dont probablement les multibaggers se situent dans cette zone-là. Voilà. Après, en termes de stratégie, donc j'essaye d'avoir dans mon portefeuille plusieurs enveloppes de stratégies différentes. Donc en termes donc c'est globalement plutôt pas mal équilibré, il me semble, avec une part importante d'exposition à des valeurs de croissance, donc un quart aujourd'hui, ce qui me semble une exposition minimale, et ce que j'ai fait grossir sur cette année 2022, donc je suis assez satisfait de ça. Une part pilier, donc ce que j'appelle pilier, c'est des entreprises qui gardent une croissance même qui peut être jusqu'à 2 chiffres, on va dire, mais qui ont déjà atteint qui ont dépassé leur phase de croissance exponentielle, avec dedans différents profils, bien évidemment, mais avec éventuellement des entreprises qui pourraient sur du long terme verser des dividendes qui, sur mon coût d'investissement initial, serait des rendements très élevés. Donc c'est une poche que je souhaite garder aussi là élevée. J'ai une poche retournement qui est importante, puisque finalement j'ai mis dans cette poche là l'entreprise Meta, sur lequel j'ai créé je suis sur une ligne qui commence à devenir importante pour mon portefeuille. Effectivement, en termes de retournement, je pense qu'il ne faut pas que ça se majore beaucoup. Je souhaiterais faire grossir en proportion ma poche DCA et bien évidemment réduire la poche sans conviction que je souhaite écrémer au cours de cette année. Bon, concernant la chaîne, j'aimerais faire des vidéos plus régulièrement. J'avais pas mal de manque de temps cette année, du fait de travaux de résidence principale essentiellement. Je devrais avoir un peu plus de temps libre cette année, et j'espère pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. Suivi de portefeuille, je vais essayer de le faire de manière trimestrielle. Ça, c'est important. Plus souvent, je ne suis pas sûr que ça soit extrêmement pertinent. Mais trimestriellement, ça me paraît pas mal. Je suis en train de retravailler mon format d'analyse d'action et d'en changer la grille de lecture, en essayant toujours de le perfectionner. Voilà.
Un objectif que j'ai pas fait, ça sera ma dernière slide ensuite, mais c'est de surveiller ma performance de manière exacte, donc avec la technique de time weighted return, donc c'est-à-dire en fonction de mes investissements, puisque maintenant que j'ai un portefeuille qui commence à être mature en termes de répartition, d'allocation d'actifs, etc., il me semble quand même important de surveiller la performance. Alors j'ai pas eu le temps, pour être très honnête, un peu la flemme de le faire sur l'année 2022. Mais je vais essayer de m'y astreindre à partir de maintenant et peut-être de manière rétroactive sur les précédentes années quand j'en aurai le temps de m'y pencher. Donc sur ma performance 2022, globalement ma moins-value latente elle est restée flat. Donc grosso modo par rapport à un indice de référence qui va être le MSCI World, donc j'ai pris le ETF de Amundi qui fait ça. Sur l'année 2022, le TF est moins 12, moins 13%, à peu près, hein, c'est à la louche. Hein. Et moi, globalement, j'ai une moins-value latente, alors c'est pas comme ça que ça se calcule, mais grosso modo, je suis flat sur l'année, donc on peut dire à la louche que j'ai surperformé mon indice. Alors, il n'y a pas de quoi crier victoire, puisque dès qu'on prend un peu plus de recul, depuis que j'investis, c'est-à-dire depuis l'année 2019, la performance de cet ETF a été de 30% environ. Alors même si c'est pas comme ça que ça se calcule, hein, il faudrait utiliser la technique des TWR, je devrais être logiquement, normalement, en plus-value sur l'ensemble de mon portefeuille, ce qui n'est pas le cas, puisque je vous rappelle, je suis en moins-value latente d'environ entre 6 et 7% à la fin de l'année 2022. Et donc là, j'ai très très clairement sous-performé mon indice de référence. Alors bien évidemment, j'ai beaucoup évolué dans ma méthode d'investissement depuis. J'ai eu, en termes de, je pense, qualité, profondeur d'analyse qui était initialement très 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 superficielle. J'avais pris des positions que je reprendrai sans doute pas et que j'ai soldées de manière négative avant même l'existence de cette chaîne, et donc qu'il faut traîner derrière soi, hein, pour faire simple. Donc ça, c'est d'une part cela. D'autre part, je m'étais pas exposé, j'avais un portefeuille essentiellement exposé aux valeurs françaises avec de la value, et donc effectivement maintenant que j'ai ouvert un compte titre et sur lequel je m'expose aux valeurs américaines, ça sera maintenant plus pertinent de me comparer à cet indice-là. Bon voilà, en conclusion, donc, comme vous voyez sur ma performance, je vous invite pas à recopier ce que je fais, mais je vous partage du coup mon journal de bord d'investissement, en toute honnêteté, en toute transparence, hein, par ailleurs, pour que cela vous inspire, ou en tout cas éventuellement que ça vous évite de faire les mêmes erreurs que moi, éventuellement que vous soumettiez, moi je me soumets à vos critiques bien évidemment constructives, pour essayer de progresser dans le futur. Voilà, à bientôt pour mon suivi de portefeuille, donc à la fin du premier trimestre 2023. À bientôt.